Bonjour tout le monde, bienvenue dans la buvette. Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Pierre Masse. Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors Pierre, qui est un expert sur les droits TV en rapport avec le football. Donc est-ce que Pierre, tu pourrais te décrire pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors en fait, je suis consultant dans le domaine des droits télé. Ça veut dire que je conseille aussi bien finalement les acheteurs que les vendeurs. Donc je conseille les télés et les opérateurs qui veulent acheter des droits, et puis je conseille les ventes, les ligues qui veulent vendre leurs droits. Donc, par exemple, dans mes clients actuels, j'ai la Ligue belge de basket, par exemple, Mhm. que je conseille depuis 2018 dans la gestion et la négociation de leurs droits. Et un autre exemple, vous avez peut-être entendu parler de... J'essaye de me mettre sur Twitch sur mon téléphone. Et donc, vous avez peut-être vu qu'il y a une banque qui a acheté des droits cette année, ce qu'on appelle dans notre jargon les Near Live Clips, qui sont en fait des extraits vidéo brefs. D'accord. En fait, les images des buts principalement que vous pouvez voir pendant le live en fait. Ok, Et donc, d'accord. KBC a acheté ça en Belgique, exploite ça sur son app. Je vous encourage à essayer parce que c'est assez sympa en fait. Ah bah écoutez, je mettrai le lien dans la description de Voilà, YouTube. et c'est ouvert aussi aux non-clients KBC, donc tout à fait, et c'est pour toute la Belgique, donc tout à fait intéressant. Ok. Et est-ce que vous avez toujours travaillé dans ce domaine-là ou avant vous étiez dans un domaine complètement différent? En fait, moi je suis de formation juridique, D'accord. et après une petite plongée comme avocat, je suis rentré à Canal+, en fait, Ok. comme juriste à Canal+ Belgique, juste avant le lancement, mais c'est il y a très longtemps, en 1989. Et en fait, Canal+ Belgique, c'était le premier développement de Canal+ à l'étranger. Ok. Et je suis rentré là comme juriste d'entreprise. Et puis voilà, j'ai bougé vers le sport, vers les programmes. Et puis je suis devenu l'acheteur, euh, l'acheteur des droits sport pour le groupe Canal+. Canal+, à ce moment-là, ils avaient des filiales à peu près dans toute l'Europe. Ouais. Et puis ils les ont vendus. Et donc je me suis mis à ce moment-là, c'était au début des années 2000. À ce moment-là, je me suis mis à mon compte Ok. comme consultant. Ouais, donc vous avez fait partie du grand Canal+. Le Canal+, qui avait les droits de toutes les ligues quasiment, qui avait l'Europe des 11, qui avait Kick-Off, qui avait beaucoup de enfin le championnat quasiment belge, c'était quasiment exclusivement sur Canal+ pour le live. Donc c'était quand Non, même la belle époque. vous parlez au fondateur de l'Europe des 11. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, il n'y a pas de souci. Mais du coup, on a Ouais. reçu, enfin j'avais reçu Christine Schrader qui a beaucoup travaillé aussi, et Patrick Stein qui a aussi, je prends sur des camps. Ils ont tous tourné un petit peu sur l'Europe des 11. Après, effectivement, ça a été, enfin du coup, j'en suis d'autant plus content que vous ayez été fondateur de ce programme parce que c'est vrai que c'était quelque chose que je ratais vraiment sous aucun prétexte au moment où c'était sur Canal+, c'était les lundis soirs, hein, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Oui, Euh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir ce que vous dites. oui, On a lancé l'émission avec deux présentateurs. Un était Jean-François Remy Mhm. et l'autre était Olivier Crasson, le frère de Bertrand Crasson, en fait, Ah d'accord. le joueur. Le frère du joueur, mais il jouait aussi. Mais Ouais, maintenant, il s'est exilé à Dubaï. d'accord. Hmm. Mais c'est vrai que c'était une émission qui était vraiment qui était top parce qu'on arrivait vraiment à récupérer toute l'essence du football européen et surtout à ce moment-là c'était impossible de voir les matchs autre part que sur Canal donc c'est vrai que c'était En quand même effet. quelque En chose. effet. Donc effectivement comme je préfère le rappeler mais on est ici en face d'une pointure du droit télé et de la conception du foot à la télévision. C'est Mais du coup, gentil, merci. bah avec grand plaisir. Mais du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez actuellement de ce qui se passe? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je sais pas trop si au niveau français vous êtes aussi à la pointe qu'au niveau belge, mais là on parle énormément de téléfoot, donc de Mediapro en France, qui a des difficultés de paiement, qui essaie de négocier les droits au rabais. La ligue est pas forcément contente. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de cette situation qui met quand même les clubs un peu dans la panade là pour l'instant? Oui, oui. Alors en fait, bon, je suis très au courant de la situation française puisque en fait
mon livre est sorti chez un éditeur français. D'accord. En fait, ça m'a positionné comme expert sur le marché français. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des droits de TV, en gros, les journalistes de tous les médias m'appellent. Évidemment, ici, depuis le 8 octobre, date où ça a explosé, je fais à peu près 3 à 4 interviews par jour, en fait, hein. Ah ouais, d'accord. Oui, je veux bien Donc croire voilà. que. C'est vrai que ça fait peur. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui sont un peu en train d'attendre ça. On sait à quel point les droits télé et le financement des droits télé est primordial dans le budget des clubs. Euh, Là, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est actuellement? Comme vous parliez de panade, c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça. La meilleure comparaison qu'on puisse faire, c'est un propriétaire avec un locataire, hein. Le locataire vient de rentrer, il a payé son premier loyer, et puis il arrête de payer. Et le propriétaire a comme l'impression qu'il ne payera plus rien. Voilà, le propriétaire, la priorité maintenant, ça devient de se débarrasser du locataire, et c'est pas facile parce que entre-temps, Mediapro s'est mis en sorte dans une procédure un peu de protection et pousse la Ligue à une médiation qu'elle ne veut pas, en fait. Maintenant, la Ligue, je crois qu'elle a fait une croix sur l'espoir d'être un jour payée par Mediapro et qu'elle veut se dégager de ce contrat au plus vite pour aller revendre ses droits à quelqu'un d'autre. Et donc, quels sont les acteurs qui seraient intéressés derrière Mediapro du coup? En premier lieu vient évidemment Canal+, hein, ça c'est sûr. Voilà, les droits Mediapro les a achetés il y a 2 ans, quand il y avait une concurrence beaucoup plus grande en France. Aujourd'hui, la concurrence s'est un peu calmée. Et donc oui, comment on va dire, celui qui est intéressé au premier chef, ça va être Canal+. Maintenant, voilà, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites avant que les matchs de Mediapro ne se retrouvent sur Canal+. Ouais. Et je suppose que Canal+ n'est pas prêt à mettre le quasi-milliard que Mediapro avait mis. Ça, c'est une évidence, hein, c'est une évidence. En fait, Mediapro, quand ils ont acheté les droits, ils voulaient pas faire de chaîne, hein. Ils voulaient revendre les droits avec une plus-value. C'est une agence Mediapro, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est pas des chaînes de télé Mediapro, c'est une agence. Donc eux, leur objectif, c'était acheter les droits et puis les revendre plus cher, hein. Ce que dans mon livre j'ai appelé the Greater Fool Theory, donc la théorie du plus grand con, en fait, que j'ai traduit par trouve un plus con. Donc en fait, ça veut dire que Mediapro, il achète les droits et puis qu'après, il cherche un plus con que lui qui va payer plus cher que ce qu'il n'a payé. C'est effectivement une tactique fortement risquée, surtout quand on voit comment ça se passe Voilà. ici, voilà, avec la crise économique et tout ça. Maintenant, il y a 2 ans, il y avait eu déjà des gens qui avaient mis en garde contre Mediapro, qui n'étaient pas forcément stables financièrement. Je pense à Romain Molina, avec qui j'ai eu un petit échange tout à l'heure et qui vous remet le bonjour d'ailleurs. Mhm. En 2018, il disait Mediapro n'aura pas les liquidités pour payer ses droits aussi chers. Donc comment est-ce que on peut en arriver maintenant, avec effectivement tout s'est mal passé comme ça avait été prévu par les gens qui s'y connaissaient vraiment, comment est-ce qu'on peut arriver à un moment aussi catastrophique alors qu'il y a quand même des gens qui doivent prendre des décisions en connaissance de cause? Et bon, ça c'est une très bonne question et c'est la question que tout le monde se pose, mais personne n'a vraiment de réponse. Ça a été fait vraisemblablement avec une certaine légèreté, peut-être une légèreté dans une certaine euphorie, mais personne n'a la réponse. Moi, j'étais pas dans la pièce. Je sais qu'il y a des très bons professionnels à la Ligue, qui s'étaient entourés de très bons professionnels, de très bons avocats, etc. Donc on ne peut pas imaginer que ces points n'aient pas été soulevés. Voilà, il n'y a pas de réponse aujourd'hui à cette question. Peut-être qu'on le saura un jour, mais aujourd'hui on ne le sait pas.
Et est-ce que du coup, le fait d'avoir vu une telle somme, ça n'a pas un peu fait fermer les yeux à tout le monde en disant oui, c'est fabuleux, ça va nous permettre de nous placer à un meilleur échelon au niveau européen. Et du coup, ben voilà, tant pis, ils nous proposent autant, c'est bon pour nous, on y va, on fonce dedans, on réfléchit peut-être pas trop au fait que ce soit autant d'argent pour le championnat français. Oui, on peut imaginer que ce que vous dites, ça revient à dire qu'effectivement, c'est un peu l'euphorie qui les a aveuglés. Bon, après, vous savez, entre 1 milliard à moitié sûr, 700 millions sûrs, je ne sais pas ce que vous choisissez. Hein, c'est quand même. Voilà. Vous dites que Romain Molina a émis des doutes. Moi, mon livre, j'ai arrêté de l'écrire en décembre 2018 et dedans, il y a également tous les doutes sur la solidité financière de Mediapro. Je vous remets le lien dans le chat pour le livre de Pierre, donc aux éditions FYP. Mais du coup, maintenant, les clubs sont un peu dans l'expectative. On ne sait pas trop comment vont aller les paiements, comment tout va se passer. On sait qu'il y a beaucoup de clubs en France qui sont déjà dans une certaine difficulté financière. Qu'est-ce qui peut en advenir de... Est-ce que du coup, ils vont devoir se passer d'une enveloppe qui n'arrivera pas? Ou est-ce que quelqu'un va pouvoir réussir à se porter garant du manque à gagner? Ben là, pour le moment, ils ont souscrit des prêts, en fait. Hein. Et donc voilà comment ils suppléent ce que Mediapro ne paye pas. Donc ils ont un prêt ici pour compenser le paiement de 172 millions qui devait être fait début octobre. Et ils ont déjà un prêt qui est prêt, si j'ose dire, pour le paiement suivant du 6 décembre. Et donc pour lesquels ils sont à peu près sûrs que Mediapro ne paiera pas. Et ces prêts-là, donc, ils sont garantis par qui en fait? Je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que les prêts ils ont passés au moment de la crise du Covid étaient garantis par l'État, mais ceux-ci, je sais pas par quoi ou par qui ils sont garantis. Donc c'est quand même encore remettre une part de risque sur ces paiements qui n'arriveront pas. Et donc encore une fois, être encore de plus en plus sur une balance qui n'est pas stable, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Mais enfin, ici, la Ligue et les clubs ben, réagissent dans l'urgence. Hein. Donc voilà, il y a pas le choix. Hein. Les clubs sont tenus par des contrats de joueurs et il faut qu'ils les payent. Hein. Donc, donc voilà, il faut du cash. C'est pour ça qu'ils empruntent. Et est-ce que du coup, c'était une discussion qu'on avait eue la dernière fois, mais est-ce que du coup, le fait que ces clubs vont être en difficulté financière, les autres clubs européens vont le savoir, que les Français vont peut-être avoir plus difficile, est-ce que du coup, ça va pas, enfin, ça va pas montrer non plus un certain rabais sur le prix des joueurs? Est-ce que du coup, on va pas être un peu forcé de les vendre? Du coup, vu que les autres savent qu'on est forcé, ils attendent un petit peu, ils vont peut-être pas se lancer sur n'importe qui, et ça pourrait voir le marché français être encore un peu plus diminué, alors que la plupart des clubs comptent sur ces rentrées financières des transferts pour boucler leur budget. Oui, enfin bon, à ce niveau-là, le Covid a déjà frappé. Hein, Oui. le mercato ici qui a eu lieu, le dernier mercato, les recettes pour les championnats vendeurs, ben, comme la Belgique et la France, étaient largement inférieures à ce qu'elles sont d'habitude. Euh, je crois que, vous savez, en fait, quelles sont les implications? Vous savez, les clubs, ils peuvent vivre avec moins d'argent. Hein. C'est très simple. Hein. Il suffit de payer moins les joueurs et de dépenser moins pour les transferts. Le problème, entre une période où ils dépensent beaucoup et une période où ils dépenseraient moins, il y a une période de transition qui est très délicate à négocier parce que vous êtes lié à des contrats très onéreux avec les joueurs et que donc si vous vous retrouvez avec un manque de cash soudain, eh bien, vous êtes dans l'impossibilité de payer les joueurs et c'est la faillite. Oui, Et donc, c'est en fait, il y a un exemple hein, de ce qui se passe avec Mediapro. Il y a un exemple qui a eu lieu en Angleterre au début des années 2000. Il y a une société qui s'appelle On Digital, qui était en fait
euh, la chaîne à péage de ITV. ITV, on va dire, c'est le TF1 anglais, hein, qui avait fondé une télévision à péage pour essayer de concurrencer Sky en Angleterre. Et ils avaient acheté les droits de la division 2, le Championship, extrêmement cher. Et puis après quelques mois, ben, les abonnés n'étaient pas au rendez-vous et donc ils ont fait faillite. Et donc voilà, les clubs du Championship qui avaient misé sur ces recettes et qui avaient donc contracté des engagements importants en achetant des joueurs bien chers, eh ben, il y en a plusieurs qui ont mordu la poussière, qui se sont retrouvés en faillite. Oui, donc est-ce que ça pourrait arriver pour la Ligue 1 française cette année? Ah, clairement, clairement. Donc on en serait à parler de faillite de certains clubs, Ah, notamment ceux... clairement. Ah oui, d'accord. Donc ça peut vraiment être quelque... Et c'est pour ça que l'État se porte garant de certains prêts, c'est pour essayer de garder justement ce côté... Oui, enfin en même temps, l'État ne peut pas faire grand-chose. Voilà, l'État, enfin la ministre a dit oui, le contrat doit être respecté, mais en même temps, bon, ça ne concerne pas l'État, hein, donc voilà, c'est comme je disais, la période de transition, il y a un brutal manque de cash, et donc oui, les dangers sont très grands, là, Ouais, et c'est donc, sûr. on savait déjà qu'il y avait certains clubs qui étaient déjà en difficulté financière, donc eux vont vraiment devoir serrer la ceinture et espérer des rentrées financières qui viennent un peu de l'extérieur pour pallier à tout ça, quoi. Voilà, le problème de serrer la ceinture, c'est que c'est jamais à effet direct. Vous pouvez dire je vais diminuer ma masse salariale, mais entre-temps, bien, c'est pas des contrats mensuels avec les joueurs, hein, c'est des contrats annuels. Donc, vous pouvez pas dire du jour au lendemain, je diminue ma masse salariale. Ouais, Ça ne va pas. ah non, Ou clairement. alors, vous tentez de renégocier avec les joueurs, mais bon, ça, ils ont essayé de faire pendant le Covid et on a vu que ça suscitait pas un grand enthousiasme auprès des joueurs. Non, c'est ce que Barcelone a essayé de faire aussi et qui n'arrive pas à Exactement. faire. Ils sont en difficulté financière assez importante. Et, oui, effectivement, c'est pas forcément évident. Et maintenant, si on transpose ça un peu à ce qui se passe en Belgique, est-ce qu'on a un peu le même problème en Belgique? Enfin, ici, les droits ont l'air d'avoir été rachetés par Eleven, ça a l'air de bien se passer. On n'a pas vu trop de problèmes, il y a des nouveaux programmes qui se sont mis en place. Mais est-ce que la Belgique est vraiment toute blanche ou est-ce qu'il y a encore pas mal de zones d'ombre aussi? Euh, Il y a pas mal de, j'ai De pas zones compris. d'ombre en Belgique. Non, je pense pas qu'il y a de zone d'ombre. C'est clair que au niveau du risque-prix, le risque-prix par Eleven est important. Autour de 500 millions sur 5 ans, c'est le plus gros investissement. Ce groupe est présent dans plusieurs pays, mais cet investissement qu'ils ont fait en Belgique est largement le plus gros pour le groupe. Ok. Donc c'est un gros risque. Maintenant, ils ont déjà couvert une partie de ce risque avec les contrats de distribution avec les sociétés de télécommunications, avec les télécos principalement, donc avec Proximus, Telenet et vous. Donc voilà, donc la Ligue, elle dit nous sommes payés, mais Eleven nous paye même en avance. Et effectivement, les risques sont nuls ou réduits parce qu'il y a déjà des contrats en place avec les télécos. D'accord. Et vous parliez justement tout à l'heure de KBC donc, qui a acheté des petits highlights à gauche à droite. Est-ce que c'est une tendance qui tend à augmenter ces achats très ponctuels, très spécifiques? Alors, ce n'est pas des highlights de gauche à droite, hein. C'est ce qu'on appelle des near live clips. C'est une définition extrêmement précise. On ne peut pas faire plus de 30 minutes par match. On ne peut pas montrer ces images plus tard que 30 minutes après le coup de sifflet final. Donc ça suit vraiment comment on va dire, des directives extrêmement précises. Maintenant, ces near live clips, est-ce que c'est une nouvelle tendance? Euh, Il y a deux choses à ça. Moi, je trouve personnellement que c'est un produit un peu dangereux parce que ça met un peu en péril la valeur du direct, je trouve. Aujourd'hui, les droits de télé vivent en fait de la valeur du direct. Le direct représente, si on met ça en comparaison avec les highlights, par exemple, le direct représente certainement 90 à 95% des revenus Ouais. au niveau européen du football. Et, euh, et ce produit, la Linear Live Clips, ça peut avoir comme conséquence que les gens regardent moins le direct.
Ce qui peut être parce que, catastrophique pour pas mal de choses, ouais. parce que ils ont le sentiment finalement d'être tenus au courant dès qu'il y a un goal. Ils voient le goal dans les 2-3 minutes qui suivent le moment où il a été marqué. Et donc, finalement, ils n'ont pas eu à se mettre devant un écran pendant 2 heures à moins que le match ait été extraordinaire, pour un résultat. Il y en a plusieurs qui pourraient penser ça. En France, ces droits ont aussi été vendus, pas une banque. Une banque, ça c'est vraiment une première mondiale. Ils ont été vendus à Free, qui est un telco en France, un telco euh, assez dynamique qui a mis un peu qui a livré une concurrence, comment on va dire, par les prix aux telcos en place, D'accord. comme Orange, SFR, etc. Et est-ce que vous pensez que des produits comme ça vont encore se réinventer? On va avoir voilà, des nearlies, on va avoir des choses, des alertes en direct où on va pouvoir payer à la minute juste le but. C'est des choses qui pourraient arriver dans un monde qui est toujours de plus en plus rapide et de plus en plus mangé, digéré. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver? Oui, tout peut arriver maintenant. Moi, je crois pas trop au micro-paiement, hein. C'est beau, c'est des gestions pour. La NBA a testé ça en vendant les 15 dernières minutes d'un match je ne sais pas, moi, une poignée de dollars. Euh, c'est beaucoup d'organisation pour des recettes qui sont faibles. Moi, si je suis un opérateur et que j'ai un abonné qui me paye, je sais pas moi, entre 20 et 50 dollars par mois, tous les mois, je préfère ça plutôt que de devoir aller convaincre des gars qui vont me payer 2 dollars pour voir les 15 dernières minutes d'un match. Vous voyez ce que je veux Oui, tout à fait, tout à fait. dire? Et donc, il y a aussi quelque chose qui est assez qui est revenu assez souvent quand on a parlé des droits. Donc, que ce soit pour Eleven ou que ce soit pour Mediapro en France, c'est le montant de ces droits, que ce soit 500 millions pour le football belge sur 5 ans, ou bien les 800 millions, 800 millions à un milliard, bon, les chiffres, je suis pas très sûr de ça, mais de Mediapro en France. Est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où à un moment ça va plafonner et on va vraiment devoir se dire, bon, là, c'était vraiment beaucoup trop? Bah, ce qui se passe en France est complètement l'illustration de ce que vous venez de dire, hein. C'est un acteur que moi j'appelle un aventurier qui est venu payer des sommes qui sont pas en connexion avec la réalité. Donc voilà, pour moi c'est typiquement l'illustration de la bulle que je décris dans mon livre. Ouais, et du coup, on arrivera peut-être à un moment où on va se dire, ok, là on s'est vraiment enflammé, on va reprendre un peu les bases. Le prochain appel d'offres risquerait de voir pas mal de gens beaucoup plus frileux sur le championnat français. Ah bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que de nouveau, la France est un peu une exception, hein. La France est une exception parce que d'abord, ils avaient 4 opérateurs qui se livraient concurrence, ce qui était absolument unique en Europe. Et comment dire, euh, euh, l'autre exception, c'est de voir effectivement que eux, leur dernier appel d'offres, ils ont fait plus 64%, hein, donc avec ce fameux milliard qui a été atteint. Il faut savoir que à peu près à la même période, le dernier appel d'offres de la Première Ligue, il a fait moins 10%. Oui. Donc voilà. Mais est-ce que, par exemple, un pays comme la France n'est pas fort dépendant de ce qui peut se passer, par exemple, au PSG? Donc, c'est-à-dire, voilà, pour l'instant, le PSG, on a Neymar, on a Mbappé, on a une équipe qui fait finale de Ligue des Champions. Est-ce que le jour où le Qatar arrête d'investir au PSG, ou est-ce que le jour où Neymar, Mbappé, deux, trois autres comme ça cadres s'en vont, est-ce que ça risque pas de faire dévaloriser tout le championnat français? Vous savez, si vous parlez des droits de télé, je ne sais pas si c'est de ça dont vous voulez parler. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Si vous parlez des droits de télé, en fait, les droits de télé, comment on va dire? La valeur des droits, j'explique ça vraiment bien dans mon bouquin, la valeur des droits de télé dépend absolument pas de la manière dont les joueurs jouent ou de la présence des stars ou non. La valeur des droits de télé dépend d'un seul facteur, c'est la concurrence que se livrent les opérateurs pour acquérir les droits.
D'accord. Voilà, c'est tout. Ok. Donc, beaucoup de concurrence, ça veut dire les droits vont être élevés. Peu de concurrence, ça veut dire les droits vont se vendre pas cher. Ah, c'est vraiment quelque chose que j'aurais cru que le niveau de la ligue ou les noms qui soient à l'intérieur ou les performances de cette ligue jouaient dans ce prix des droits. C'est pour ça que, enfin, du coup, c'est vraiment intéressant de voir l'autre côté. Et du coup, l'année prochaine, je suppose qu'il y aura beaucoup moins de concurrence du coup en France. Ça risque peut-être effectivement, de descendre de moitié quasiment le prix des droits. Bah oui, on va arriver. Après, si vous arrivez dans une situation un peu de monopole, hein, ce qui est un peu le cas de Canal+ aujourd'hui en France, eh bien, comment dire, eh bien, c'est finalement eux qui vont fixer le prix. C'est ça. Voilà. Et du Déjà. coup, ça sera plus simple, effectivement. Mais Voilà. Et donc, ils vont racheter. Bah, et de nouveau, il suffit de prendre l'exemple qu'on connaît. Quand donc je vous parlais de l'exemple de On Digital euh, au début des années 2000, eh bien, j'ai réussi à me mettre sur Twitch. Ah voilà, c'est sympa. Ok. Donc On Digital, attendez, vous m'entendez là? oui, tout à fait, tout à fait. Ah parfait. Voilà, j'ai juste changé voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec On Digital? Je vous ai expliqué. On Digital achète les droits du Championship, tombe à faillite, les clubs tombent à faillite. Et qu'est-ce qui se passe avec les droits après? C'est Sky, le canal plus anglais, qui rachète les droits du Championship au moins du quart du prix. Ok, Voilà. ouais. Donc on pourrait avoir, on pourrait avoir un scénario qui ressemble à ça. Avec peut-être des dégâts collatéraux, avec des énormes équipes qui passeraient un peu, qui mordraient la poussière, quoi. Et on pourrait effectivement, et on pourrait avoir des faillites, tout à fait. Tout à fait. Hmm. C'est quand même incroyable. Maintenant, voilà, c'est aussi parce que les budgets maintenant des clubs sont un peu faits en espérant tout cet argent et pas avec l'argent qui est déjà en place. Maintenant, si on prend un peu le côté du téléspectateur, donc on peut voir que maintenant un téléspectateur qui a envie de regarder tous les championnats, ça va lui coûter quand même assez cher. Donc on prend un téléspectateur belge lambda qui voudrait regarder le foot français, le foot belge, le foot anglais, peut-être la Liga ou la Serie A. On en est quand même à plusieurs dizaines d'euros mensuels, voire allez, on peut plancher sur quelque chose comme 70-80 euros par mois. Est-ce que ça ne devient pas un peu trop cher pour l'individu lambda quand on sait qu'avant un abonnement à Canal+, vous aviez le lundi l'Europe des 11 avec tous les championnats, vous aviez le dimanche matin, vous aviez kick-off, vous aviez votre match commenté par Philippe Colonval et André Remy en direct le Jean-Paul, dimanche. c'est Jean-Paul Colombo. Pardon, Jean-Paul Colonval et André Remy sur Canal+. Est-ce que maintenant ça devient pas un peu trop cher tout le temps? Oui, mais bon, on peut dire qu'en Belgique, les prix sont extrêmement raisonnables si on compare à des pays comme l'Angleterre ou la France. Là, les gens qui veulent voir tout le foot légalement, ben, ça leur coûte pas moi, entre 60 et 90 euros par mois. Ce qui est quand même un sacré budget enfin, c'est quand même. Bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement de gens qui ne payent pas. Oui, bien sûr. Mais, du coup, ça, c'est aussi le sujet qui est assez primordial hein, au niveau des droits télé. Ben, c'est du coup ces streamings illégaux. Donc, on pense notamment le plus connu, c'est l'IPTV, qui permet d'avoir tous les matchs de tous les championnats en direct dans une qualité très bonne. Qu'est-ce qui est mis en place pour lutter contre ça aujourd'hui? Et est-ce que cet IPTV fait vraiment perdre autant d'argent que ça aux acteurs du football actuel? Bon, tout ça, c'est des chiffres qui sont complètement inconnus. Tout ce qu'on peut voir, c'est que bah, quand vous lisez la presse, la presse, soit elle n'en parle pas, soit elle dit voilà, nous avons attrapé un tel et maintenant ça va être fini. Ou nous allons faire une loi et ce sera terminé. Par contre, quand vous en parlez autour de vous, vous constatez que
phénomène est beaucoup plus important que la presse ou que les ligues ou les clubs ne veulent bien le dire. Donc, mais de nouveau, hein, il suffit de se retourner vers l'historique. Euh, le business du foot à la télé, il se retrouve à peu près dans la même situation que le business de la musique il y a 20 ans. Et qu'est-ce qu'a fait le business de la musique quand il était confronté au piratage? Ben, ils ont eu une double attitude. D'abord, le déni, ça n'existe pas. Et puis, deux, la répression. Donc, ça a été jusqu'à imposer des amendes aux consommateurs, et donc, enfin, ce qui était tout à fait contre-productif, bien entendu. Et finalement, ils n'ont compris que assez tard qu'ils devaient diminuer en fait considérablement leur appétit financier pour proposer aujourd'hui un produit comme Spotify ou Deezer qui ont clairement limité le piratage. Aujourd'hui, le foot à la télé, pourquoi il a 20 ans de retard? Parce qu'en fait, c'est une question de technologie, c'est une Ouais, question de bande bien sûr, passante. ouais, tout à fait. Le foot à la télé, vous voulez regarder ça en direct, vous n'avez pas à télécharger ça pendant la nuit. Donc, il faut une grosse bande passante. Et aujourd'hui, on a des bandes passantes qui sont impeccables, que ce soit en download ou en upload. Et donc le piratage aujourd'hui est de qualité, en fait, par rapport à ce qu'il a pu être, que ce soit en streaming ou que ce soit en IPTV. Et donc, et ça explique en fait les 20 ans de retard. C'est la technologie et la largeur de la bande passante qui explique ça. Et donc aujourd'hui, ben voilà, aujourd'hui, on prend les mêmes, on recommence. L'industrie du sport pratique le déni. Ah ben non, ça n'existe pas, ou la répression. Donc et pour le moment, on n'essaye pas de voir si on peut construire quelque chose euh, qui soit pas cher et qui soit pratique, et qui soit complet. Ouais, parce que pour reprendre cette analogie avec la musique, un Spotify ou un Deezer du football, je pense que ça intéresserait énormément de gens. Où ils pourraient avoir les matchs peut-être avec une demi-heure de décalage, 15 minutes de décalage, ou peut-être les matchs, pas les matchs enfin pas les matchs 5 étoiles, peut-être pas les grosses affiches ou autre chose, mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être se développer le jour où ils ont peut-être arrêté de faire croire que ça n'existe plus, parce que il faut se rendre à l'évidence. Maintenant, vous allez dans n'importe quelle grande ville, vous avez un magasin pignon sur rue qui vend une IPTV. Vous allez chez eux, ça vous coûte une centaine d'euros, 150 euros. Il vous dit ok, je viens vous mettre la box, je vous active le machin, et une heure après, on a déjà tout en streaming. Donc le fait de se cacher et de se dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas, enfin, c'est quand même compliqué au jour d'aujourd'hui de faire ça. Alors est-ce que c'est pas plutôt se cacher pour ne pas montrer les chiffres et pouvoir dire aux annonceurs, vous inquiétez pas, c'est très bénin, ou alors c'est plus vraiment, on n'y fait pas attention. C'est-à-dire que tant que l'argent pleut en fait sur les ligues, elles ne sentent pas le besoin d'investiguer. Si les opérateurs continuent, malgré le piratage, à payer des centaines de millions aux ligues, pourquoi est-ce qu'elles s'agiteraient? Nous revoilà. Voilà, c'était un petit problème de micro. Donc, bah, écoutez, je reviens un peu à ce qu'on disait. Est-ce que du coup, au niveau de ces IPTV, est-ce qu'à un moment, il pourrait aussi avoir les annonceurs qui disent écoutez, nous maintenant, on veut une offre avec IPTV, avec des choses comme ça, parce qu'on sait que sur le direct, les gens commencent tout petit à petit à s'en défaire et pourraient complètement arrêter de travailler sur une offre classique de direct télévision. En fait, c'est déjà arrivé, hein. Il y a un opérateur, comment on va dire, central euh, de cet écosystème qui est Bein Sport. Bein Sport, ils sont actifs en France, mais ils sont actifs dans plein d'autres pays, et surtout dans leur marché principal qui est le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et eux, ils ont été confrontés en fait non seulement au piratage classique comme tout le monde, mais aussi au piratage politique de l'Arabie Saoudite avec
avec un produit qui s'appelle d'ailleurs toujours BeOutQ. Mhm. Et donc, ils ont déclaré que, en fait, euh, les droits qu'ils achetaient étaient de facto des droits qui n'étaient plus exclusifs à cause du piratage et que donc, maintenant, à partir de maintenant, toutes les offres qu'ils allaient faire allaient refléter ça et que donc, puisque ce ne sont pas des droits exclusifs, ben, ils allaient payer beaucoup moins cher. Et en fait, c'est ce qu'ils font. D'accord. Et donc, et donc, euh, et donc, ils ont adopté une position vraiment assez forte, on va dire. Et donc, par exemple, les droits de la Ligue italienne ont été rabotés d'un tiers. Ils n'ont pas renouvelé les droits de la Bundesliga dans cette même région. Et donc, voilà. Donc, effectivement, il y a des opérateurs qui réagissent de cette manière. Ouais. Ouais. Mais de toute façon, il est clair qu'il sera impossible d'arrêter ce piratage-là. Bah, je n'en sais rien. Moi, je suis pas spécialiste de la répression. Tout ce que je constate, c'est que je lis on met beaucoup de choses en œuvre avec beaucoup de bruit pour combattre ce piratage. Et je constate autour de moi que c'est toujours aussi présent. Oui, tout à fait. Et donc on irait peut-être vers un rabotage, je sais pas si ça se dit, mais on va peut-être raboter aussi les offres au niveau des prochaines offres, que ce soit maintenant dans des pays comme l'Europe, la France, la Belgique, l'Italie. On pourrait avoir des grands acteurs du foot télé direct qui diraient, ben voilà, maintenant on sait que nos programmes sont regardés en pirate, donc du coup on peut moins investir chez vous. C'est une évidence. C'est sûr que dans l'explosion de la bulle que je décris dans mon bouquin, ben, le piratage joue un grand rôle. Et donc, vaudrait peut-être mieux, comme avec la musique, directement passer une étape et perdre peut-être beaucoup d'argent à essayer de faire de la répression qui n'arrivera peut-être pas, et peut-être essayer de trouver un terrain d'entente avec une offre qui soit beaucoup plus facile, beaucoup plus aisée, sur une plateforme qui reprendrait tout, et qui du coup, s'il y avait cette plateforme officielle qui existait, peut-être que les gens iraient moins vers l'IPTV. Oui, c'est sûr, c'est sûr. De nouveau, il suffit de voir la musique et il suffit de voir comment ça a limité ça a mis un frein à l'expansion du piratage, mais ça ne se fera pas tout de suite, hein. Il faut que les acteurs du foot, les ligues et les clubs digèrent, digèrent le fait qu'à un moment donné, ils vont gagner moins d'argent. Et ça, c'est pas un moment facile Non, clairement. ni agréable. Comme disait Romain Molina pour le citer une dernière fois, pour l'instant ça mange très bien dans le foot, la soupe elle est bonne, mais ça risque d'être les dernières bonnes tartines pour l'instant. Oui, bon, à voir, hein, à voir. Les ligues et les clubs, elles ont beaucoup fantasmé sur l'arrivée des GAFA pour acheter les droits. Peut-être que ça arrivera, hein, et quand un acteur comme Amazon qui achète déjà des droits, mais bon, à des montants qui sont presque ridicules quand on regarde le chiffre d'affaires de Amazon. Mais si ces acteurs, à un moment donné, décident d'investir, ils ont largement les moyens pour payer le double de ce qui est payé aujourd'hui, hein. Oui, moi en tout cas, c'est ma thèse, que cette bulle va exploser parce que, par exemple, les GAFA n'ont pas montré qu'ils devaient y aller, mais en même temps, tout reste possible. Oui, parce que effectivement ici, ben, justement sur cette plateforme Twitch, il y a eu justement une petite explosion au niveau du sport. Donc Twitch qui appartient à Amazon a passé des partenariats. Alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense que c'est avec la Juve, le Real de Madrid, le PSG et Arsenal qui ont maintenant des comptes en direct sur Twitch où ils remontrent des fois des anciens matchs, ils montent des entraînements, ou, ils font un peu de live. Donc effectivement, ça commence aussi un peu à s'intéresser, mais ça reste très frileux. Donc on n'a pas de matchs de Ligue des Champions qui sont prévus, on n'a pas de matchs en direct qui sont prévus, mais c'est quelque chose qui peut se faire très simplement. C'est basculer un flux sur une autre application. C'est des choses qui se font déjà sur pas mal de choses. Donc ça peut être vraiment, ça peut se faire du jour au lendemain, effectivement. Avec ici ben, Amazon qui a acheté quelques droits de quelques matchs en Angleterre. Vu que Twitch leur appartient, ça pourrait être diffusé sur Amazon Prime et en même temps sur Twitch avec des partenariats assez simples, avec des acteurs du milieu et des choses comme ça. Donc ce serait d'autant plus des pertes de revenus pour les acteurs classiques,
mais ça permettrait à Amazon de faire un peu son marché, des matchs qui les intéressent, un peu à gauche à droite, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Tout ça, c'est la théorie, mais c'est possible, effectivement. Effectivement. Du coup, ben, écoutez, vous m'aviez dit 45, et il est pile 45, donc je vais pas Merci. vous tenir trop longtemps. C'est gentil. Enfin, déjà, enfin, je vous remercie vraiment d'être passé dans la buvette boire un petit coup. Alors du coup, on n'est pas en physique, malheureusement, on pourra pas en boire une petite à la fin, mais ce sera avec plaisir si on pouvait se recroiser un de ces quatre. Ce Euh, sera avec plaisir pour moi aussi. ah, bah, ça me fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter, s'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous auriez voulu dire. Donc, j'ai mis le lien sur votre bouquin, mais aussi, qu'est-ce qui arrive pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois? Ce qui arrive pour moi, Oui, c'est que je vais. En fait, j'ai deux projets précis. Euh, Vous voyez mon micro, hein, c'est que je vais créer un podcast. sur- Donc j'ai déjà le micro, mais voilà. Donc je vais créer un podcast et mon premier sujet, ça va être les droits de la Ligue des Champions là, qui viennent d'être renégociés dans les 5 pays du Big Five en Europe. Donc un peu analyser les tendances. Donc ça c'est mon premier projet. Puis le deuxième projet, c'est que je vais me mettre à l'ouvrage sur un deuxième livre en fait. ah, sur quel sujet? Ouais, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais enfin, ce sera un peu dans la continuation du premier, en fait. D'accord. Ah, bah, écoutez, Le comme ça. premier, c'est un état et une prédiction, hein. Donc, c'est la description du business tel qu'il est maintenant avec une prédiction de l'explosion de la bulle. Et mon deuxième livre, eh bien, il reprendra l'histoire, on va dire, quelques années après. D'accord. Bah Voilà, écoutez, on l'attend avec impatience, hein. Donc c'est gentil. le lien est dans le chat pour ceux qui seraient intéressés par ce bouquin. Dans la VOD, il sera forcément en dessous dans la description. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Encore merci d'être passé. Et on se reverra peut-être prochainement s'il y a encore du micmac dans les prochains droits, que ce soit en France, en Belgique ou en Europe. Mais en tout cas, Je merci n'es- beaucoup. je n'espère pas qu'il y ait du micmac, Non, mais ça me fera plaisir de vous revoir. Merci pour l'invitation et merci pour l'intérêt sur mes travaux. avec Merci. grand plaisir. Merci beaucoup. Passez une très Je bonne vous en soirée. prie. Au Merci, au revoir. revoir.